On va commencer. Donc, bonjour et bienvenue à tous à cet atelier autour des métadonnées. Avant de débuter, on va vous rappeler rapidement les règles de base. Comme chaque fois, l'atelier il est filmé et enregistré, donc si vous ne voulez pas apparaître, pensez à bien couper votre caméra. De toute façon, les supports de présentation, que ce soit les vidéos ou les PowerPoint, vous seront envoyés dans les jours à venir, si vous avez bien rempli la feuille d'émargement que je vais de suite vous renvoyer. Hop. Hop. Sinon, ils seront aussi disponibles sur les sites de Fauna et de BV, probablement. Voilà. Il y a plusieurs réunions, plusieurs ateliers en même temps. Si vous voulez rien rater des ateliers, il faudra aller voir là. Ensuite, concernant le déroulé de l'atelier, si vous avez des questions, posez-les dans le chat, comme à chaque fois. Généralement, on fera quand même des petites pauses à la fin de chaque partie. Vous verrez, je vous montrerai le plan après, pour justement essayer de répondre au fil de l'eau aux différentes questions. Et il y aura une session de questions-réponses à la fin de l'atelier, dans tous les cas, où il faudra utiliser la petite main. Voilà. Avant d'attaquer vraiment sur le plan de l'atelier, on va chacun se présenter. Donc moi, je m'appelle Nathan Auquin et je suis gestionnaire de données à l'Observatoire Fauna, donc le pôle FAUN du SINP en région. C'est mes collègues de se présenter. Oui, bonjour, moi c'est Jérôme Tricot, je suis collègue de Nathan à Fauna et je m'occupe également de la gestion des données et aussi du référentiel espèces. Bonjour, moi c'est Sophie Balia, donc je suis géomaticienne et gestionnaire de données au Conservatoire botanique national Sud-Atlantique. Bonjour tout le monde, donc Thomas Gachet, donc je travaille au CEN, je suis DBA, donc qui est l'acronyme anglais pour Database Administrator, donc je suis en charge de toute la gestion des données métiers au CEN et notamment des métadonnées, voilà, et je travaille notamment avec Nathan et Jérôme pour la passerelle entre notre base et Fauna. Super, merci. Alors du coup, pour brièvement vous montrer un petit peu le plan et comment va se dérouler l'atelier, on va débuter par une partie assez générale que vous présentera Sophie, où elle définira qu'est-ce que c'est vraiment que les métadonnées et quels sont les objectifs. Ensuite, on aura une partie un peu plus technique présentée par Jérôme, où là, il vous montrera justement tous les aspects plus techniques qu'il y a sur les deux différents sites, l'OBV, qui sera présenté aussi conjointement par Sophie, et sur Fauna, où là, à base de capture d'écran, vous pourrez voir un petit peu qu'est-ce qu'on renseigne, comment on le renseigne, etc. Et ensuite, moi, je terminerai par une partie un peu plus cas d'études concrets pour comprendre qui crée les métadonnées, à quoi ça peut servir pour nous, mais aussi pour vous. Et après, sur un cas vraiment très précis, je vous montrerai un cas précis d'étude qui a été créé là récemment et qui est très sympa. Et en plus de ça, Thomas, durant cette troisième partie, va intervenir pour représenter le flux de la donnée. C'est-à-dire, à partir du moment où on renseigne bien ces métadonnées, on pourra vraiment suivre en fait, la donnée. Ce sera un peu un vie-ma-vie de ma donnée naturaliste pour voir un petit peu le flux de cette donnée. Voilà. Et du coup, je passe la main à Sophie pour commencer cet atelier. Donc, je vais vous parler de manière générale de ce que sont les métadonnées et puis des principaux concepts qui y sont associés. Donc, alors je ne sais pas s'il y a du décalage, mais oui, voilà. Merci. Les métadonnées, donc ça va être, ce sont des informations qui vont permettre donc de décrire les données et leurs sources, quel que soit le type de données qui sont concernées. Donc elles vont décrire le contexte administratif, méthodologique, scientifique de l'acquisition des données brutes de biodiversité ou de géodiversité dans notre cas.
Donc, dans le cadre du SINP, on va distinguer 2 niveaux de métadonnées, le cadre d'acquisition et le jeu de données. Et donc, ces métadonnées elles vont constituer la porte d'entrée dans le SINP, puisqu'avant qu'une donnée puisse être reversée dans le SINP, justement, elle doit forcément s'accompagner de la création de métadonnées. Donc, concernant tout d'abord le cadre d'acquisition, il va décrire le contexte stratégique et opérationnel d'un programme ou d'un projet. Donc, les métadonnées du cadre vont permettre de renseigner sur l'objectif du programme, sur le plan d'action qui est mis en œuvre et sur les différents acteurs impliqués. Donc, au niveau du cadre d'acquisition, ça va concerner le financeur, donc l'organisme responsable du financement des actions, qui peut être souvent identique au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, qui est l'organisme commanditaire du projet, à la demande duquel le projet va être lancé. Et enfin, le maître d'œuvre, qui va être la personne ou l'organisme chargé de la mise en place opérationnelle du projet, donc coordination, animation, réalisation technique, etc. Donc un cadre d'acquisition, il va conduire ensuite à la production d'un ou plusieurs jeux de données. Et de manière générale, un programme qui possède un but et un réseau d'acteurs spécifiques, il va faire l'objet d'un seul cadre d'acquisition. Donc ensuite, concernant le deuxième niveau qui est le jeu de données, c'est un regroupement de données qui se veut homogène, c'est-à-dire qu'un jeu de données, il va contenir des données qui ont des caractéristiques communes, en particulier sur la méthode d'acquisition à utiliser. Donc, par exemple, un même plan d'échantillonnage, des mêmes paramètres recueillis, etc. Les métadonnées du jeu de données donc, ils vont décrire le protocole et ou les méthodes de collecte de ces données, les acteurs impliqués, et dans le cas du jeu de données, donc ces acteurs, ça va correspondre aux producteurs des données, donc organisme ou personne qui a récolté les données ou qui anime la saisie et la gestion des données. Donc, par exemple, dans le cas d'un bénévole qui produirait des données pour une association, c'est l'association qui est considérée comme organisme producteur de ces données. Ensuite, vous avez le fournisseur des données. Donc, c'est l'organisme ou la personne qui a transmis les données au SINP. Et dans certains cas de figure, vous pouvez avoir un contact en base de production. Donc, dans le cas où les données proviennent d'une base de données d'origine gérée par un organisme spécifique. Et donc, vous allez pouvoir indiquer le nom de la base, l'organisme gestionnaire et éventuellement une personne référente. Donc, de manière générale, un producteur de données avec un protocole particulier va impliquer la création d'un seul jeu de données. Donc maintenant, à quoi servent les métadonnées et pourquoi il est important de bien les renseigner? Donc elles vont être essentielles pour cataloguer, trier et exploiter les données. Elles vont permettre aussi de faciliter la recherche des utilisateurs pour retrouver facilement la donnée que l'on souhaite. Améliorer aussi la qualité des données et leur réutilisation en fournissant un contexte et pour que celle-ci, la réutilisation puisse être la plus cohérente possible avec l'usage qui est recherché. Et elles vont permettre aussi de valoriser les différents acteurs qui ont contribué à l'acquisition de ces données. Donc, je vais maintenant laisser la main à Jérôme pour vous présenter toute la partie des bonnes pratiques pour le renseignement de ces métadonnées. Merci Sophie. Donc, je vais vous présenter dans le détail les informations qui sont attendues dans les métadonnées et comment bien renseigner ces informations. Jérôme, tu as ton micro coupé. Excusez-moi, je me suis mélangé entre les écrans. Donc là, vous avez donc je commence par le cadre d'acquisition, donc qui est le premier niveau des métadonnées comme vous a présenté Sophie. Donc là, on voit les deux copies d'écran, une de l'OBV et une de Fauna, pour dire en fait que ces écrans sont organisés de manière similaire puisqu'ils correspondent, les deux suivent le standard SINP. Donc on a pardon. Donc on a un premier cadre d'information qui est la description du cadre d'acquisition. On a ensuite les acteurs référencés du cadre, les publications éventuelles associées au cadre, et enfin une information sur l'ouverture du cadre à d'autres acteurs. Donc concernant la description,
On a donc différentes informations à renseigner. D'abord, le nom, évidemment, du cadre qui doit être un nom explicite et unique. C'est-à-dire qu'en une phrase, on doit pouvoir identifier de manière certaine le projet. Les dates de lancement et de clôture du cadre. Donc, la date de lancement, c'est la date de début du projet qui est obligatoire et la date de fin qui n'est pas, qui pourra être renseignée plus tard. Un résumé qui est la description générale du contexte des objectifs du projet. Alors, quand je parle du cadre et du projet, je vais souvent utiliser le terme projet pour cadre, mais un cadre peut être aussi un plan de gestion, une sortie naturaliste, tous les contextes qu'on peut imaginer. Donc, ce résumé doit être quand même assez, sans écrire un roman, il doit quand même décrire de manière assez précise le projet pour qu'on sache, qu'on identifie bien le projet, qu'on connaisse, qu'on perçoive avec ce résumé le contenu. Et puis un champ qui concerne les groupes taxonomiques ciblés, qui est un champ de saisie libre. Dans cette partie description, on va avoir aussi des champs plus spécifiques comme l'étendue territoriale, qui est donc l'étendue géographique du projet qui va du plus haut niveau international jusqu'au plus bas niveau communal en passant par le national, régional, départemental. La précision géographique qui est un champ de saisie libre qui indique les zones prospectées. Le financement, est-ce qu'il est public, privé, mixte ou non financé? Parce que bon, le cadre, ça peut être un cadre de données opportunistes où il n'y a pas de financement particulier. Les objectifs, est-ce que c'est pour faire des inventaires, un suivi dans le temps, de la recherche scientifique, ou est-ce que c'est une combinaison de ces différents types d'objectifs? Dans ce cas-là, on renseignera la case multiple. Voilà, donc c'était pour la partie description. Ensuite, on peut indiquer des références bibliographiques qui permettent de compléter la description du projet. En indiquant, donc, on peut avoir une ou plusieurs publications, et pour chaque publication, on va indiquer le titre et une référence ou un lien Internet. Voilà. Ensuite, les acteurs. Donc, les acteurs, ce sont les organismes référencés du cadre qui se répartissent selon 3 rôles. On a le rôle financeur, le rôle maître d'ouvrage qui va être le coordinateur du projet, et le rôle maître d'œuvre qui est l'organisme ou les organismes qui sont responsables de la mise en œuvre technique du projet. Et donc, on va renseigner l'organisme et éventuellement un référent et son adresse mail. Mais ce sont des informations qui ne sont pas obligatoires. C'est pour ça que j'ai mis en italique là, ces deux informations. Ensuite, on a... Alors, donc si... voilà, cette option ouverture du cadre permet en fait d'ouvrir. Alors, enfin, ouverture du cadre, c'est peut-être pas très précis. Disons que cette option-là permet à des producteurs de données, par exemple, de créer leur propre jeu de données sous le cadre lorsqu'ils ne sont pas référencés dans les acteurs. Donc, ça permet, donc, c'est simplement un moyen de gestion plus pratique, en fait, qui évite aux producteurs de données de demander au maître d'ouvrage, par exemple, du cadre, de créer un jeu de données pour lui, puisque le producteur de données, normalement, est plus à même de renseigner le jeu de données que le coordinateur du projet. Donc, dans ce cas-là, le coordinateur ajoutera l'organisme producteur de données dans ce groupe ouverture au monde extérieur
en cochant. Donc, je souhaite autoriser la création de jeux de données par d'autres organismes. Donc, justement, c'est la partie jeux de données, donc j'y viens. Ah oui, pardon. Donc, alors, je reviendrai plus tard. À cette diapo, je vais passer à la partie jeux de données. Donc, là, c'est la même chose, en fait. Entre l'OBV et Fauna, on a des écrans spécifiques qui sont organisés de manière similaire, avec toujours pareil, des champs qui vont préciser la description du jeu de données. Ensuite, des informations sur la manière dont ont été collectées les observations sur le terrain. La production des données, c'est-à-dire la manière dont elles sont enregistrées et transmises. Les acteurs et une option pour ouvrir à d'autres acteurs, dans la même logique que pour le cadre, d'autres acteurs le jeu de données pour autoriser la transmission de données indépendantes dans le jeu de données, même si les personnes qui transmettent les données ne sont pas affiliées aux organismes référencés dans les acteurs. Voilà, donc concernant la description du jeu de données, on a un nom. Donc, comme pour le cadre d'acquisition, il faut évidemment que ce soit un nom explicite et unique. Alors, unique par rapport au cadre. Donc, il ne faut pas que dans le cadre, on ait des jeux de données qui ont un nom identique, évidemment. Un nom usuel qui est un nom court, en fait, par rapport au nom complet. Et puis, le résumé donc, va décrire les objectifs, les méthodes mises en œuvre pour le jeu de données. Et là aussi, l'idée, c'est de se faire une idée claire et précise de la manière dont les données ont été récoltées sur le terrain. Sachant que pour cette récolte des données, on a aussi des champs spécifiques qui vont préciser de manière plus normalisée les choses, la façon dont les méthodes de terrain. Donc, on a un champ processus de collecte. Ce processus de collecte peut être soit un processus protocolé restreint, par exemple, donc un protocole restreint spatialement, un protocole par piégeage ou échantillonnage indirect, ou un protocole étendu spatialement, ou des données non protocolées lorsque c'est des données issues de collections ou de bibliographie, ou des données opportunistes. Et donc, si c'est un processus protocolé, on pourra préciser le nom du protocole, donc dans le groupe protocole utilisé, éventuellement une référence de ce protocole, un lien Internet, par exemple, qui décrit le protocole, et puis une petite description du protocole. Et puis, les techniques de terrain qui ont été utilisées, donc avec plusieurs choix possibles, sachant qu'on peut choisir plusieurs choix. Par exemple, capture d'individus, observation directe, recherche d'indices de présence, piège photo, voilà, etc. Ensuite, il y a une partie qui concerne la production des données, c'est-à-dire plus l'enregistrement des données une fois qu'elles ont été récoltées sur le terrain. Alors, là, c'est un petit peu à part, ça, c'est le statut des données sources. Est-ce que les données sources ont été obtenues par un financement public ou public et privé? Dans ce cas-là, on choisira public, ou entièrement privé. Dans ce cas-là, on choisira privé. La base de données source du producteur, quelle base il a utilisée pour enregistrer ces données. Donc, c'est un choix parmi des bases référencées, donc par exemple Faune Charente-Maritime, Faune Aquitaine, DB Quiro, voilà, etc. Et s'il travaille sur des fichiers Excel ou des fichiers SIG, il indiquera le choix aucune fichier de saisie. Donc ça, ce libellé-là, aucune fichier de saisie, c'est le libellé qu'on trouve dans Fauna. Dans l'OBV, il y a peut-être un autre libellé, tu confirmeras ou pas, Sophie, mais disons que je pense que l'idée est la même dans l'OBV.
Oui, en fait, nous, c'est plus si on a une base de données source, on peut la préciser, sinon c'est sous-entendu qu'il n'y en a pas, quoi. En fait, il n'y a pas D'accord. Ouais. un libellé spécifique, mais ça revient au même dans le fonctionnement. D'accord. Et puis éventuellement, donc ça c'est un choix, c'est une case à cocher. Est-ce qu'il existe un protocole de validation particulier voilà, qui indique comment les données ont été validées par le producteur? Ensuite, il y a un groupe qu'on appelle dans Fauna contenu du jeu de données qui en fait se rapporte plutôt à la transmission des données au SINP. C'est-à-dire qui précise en fait si la donnée est altérée par rapport à la base producteur lorsqu'elle est transmise au SINP. Alors cette altération est de deux ordres en fait. Ça peut être soit une dégradation spatiale lorsque le producteur floute la donnée, c'est-à-dire lorsqu'il indique un niveau géographique supérieur à ce qu'il est réellement, et lorsqu'il y a des champs en fait qu'il n'a pas transmis, qui sont présents dans la base producteur, qu'il n'a pas transmis. Donc, comme indique Paul dans le genre, pour ceux qui ont assisté à l'atelier qu'a animé Paul et Sophie sur la Contribution transmission, SINP. sur la contribution, c'est ça? Ouais. Les Sur la contributions. contribution, donc nous, en fait, au SINP, on récolte toutes les données. Donc, normalement, il n'y a pas lieu d'enlever des données, en fait, lorsqu'on transmet la donnée au SINP. Mais voilà, bon, il peut y avoir des cas qu'on ne préconise pas, évidemment, mais il peut y avoir des cas où certains champs ne sont pas transmis. Ensuite, les acteurs du jeu de données, en fait, il y a deux rôles simplement. Donc, ça va être le producteur des données, évidemment, et le fournisseur, celui qui va transmettre les données au SINP. Donc souvent, le fournisseur, c'est le producteur. Il y a peu de cas où le fournisseur est différent du producteur. Voilà, donc si je résume ce que j'ai indiqué comme manière de saisir les données, donc il faut un nom unique du jeu de données dans le cadre, que ce soit le nom complet ou le nom abrégé. Il faut que la description ait suffisamment d'informations sur la collecte des données, sur la manière dont le travail sur le terrain a été fait. Et le principe, mais ça, Sophie vous en a parlé dans les diapos précédentes, c'est que donc, il faut un jeu par producteur, base de données et protocole. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a plusieurs producteurs, on aura autant de jeux de données. Si un producteur a récolté les données selon plusieurs protocoles, là aussi, on aura plusieurs jeux de données pour ce producteur. Et si, dans le cas, bon, c'est pas très souvent, mais dans le cas où le producteur a récolté les données selon un protocole, mais qu'il a travaillé sur deux bases différentes, il faudra là aussi qu'il crée deux jeux de données, en fait, même si c'est le même producteur et le même protocole. Et par contre, on ne préconise pas de créer des jeux de données par année si le contexte n'a pas changé. Donc, si c'est le même producteur, même base de données, même protocole, il n'y a pas lieu d'avoir plusieurs jeux de données. Donc, on ne souhaite pas en fait avoir par exemple, là j'ai pris un exemple où on a récolté des données en 2021, d'autres en 2022, dans le même contexte. On ne préconise pas d'avoir un jeu de données 2021 et 2022, mais un seul jeu de données sans mention de l'année dans le libellé. Voilà. Donc, avant de passer à la manière dont on va créer les métadonnées, je voudrais revenir sur un élément des cadres d'acquisition. C'est en fait donc en cours. Je prends l'exemple d'un projet qui se déroule en plusieurs phases. Peut se poser la question, lorsque la deuxième phase arrive et que l'on a déjà transmis, que l'on a déjà créé un cadre d'acquisition pour la première phase,
peut se poser la question de est-ce qu'on va modifier le cadre qui était associé à la première phase pour compléter les informations, ajouter les informations de la deuxième phase, ou est-ce qu'on va créer un nouveau cadre qui va être spécifique à la deuxième phase? Donc, nous, ce qu'on préconise, en fait, c'est que le critère de décision entre modification et création, ce soit l'ensemble des acteurs identifiés, donc financeurs, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre. C'est-à-dire que si l'ensemble des acteurs est identique, il n'y a pas lieu de créer un nouveau cadre. On va modifier le cadre existant en complétant, par exemple, la description pour ajouter un descriptif de la deuxième phase. On va éventuellement modifier les groupes taxonomiques s'il y a plus de taxons ciblés. Renseigner la date de clôture si jamais elle est connue. Voilà. Et par contre, si les acteurs ont changé, donc un financeur supplémentaire ou un financeur en moins, par exemple, là, on préconise de clôturer le cadre existant avec la date de fin de la première phase et de créer donc un cadre spécifique pour la deuxième phase qui va donc contenir les informations de la deuxième phase avec les acteurs propres à la deuxième phase, de telle sorte qu'il y ait toujours adéquation entre le projet ou la phase et les acteurs. Voilà, donc pour accéder aux écrans, donc cadre et jeu de données, je reviens voilà, à cette diapo où dans l'OBV, ça passe par après, évidemment, il faut avoir un compte, hein, évidemment. Et après connexion, il y a un item en fait qui s'appelle accès réservé, qui permet d'accéder au menu Mes métadonnées. Et dans ce menu Mes métadonnées, il y a deux boutons qui sont proposés. Un bouton Créer un nouveau cadre et un bouton Créer un nouveau jeu de données, donc qui vont pointer vers les écrans que je vous ai présentés précédemment. Et puis, il y a aussi la possibilité de filtrer les métadonnées sur lesquelles on a la main par un petit champ de recherche là en bas à droite. Je ne sais pas si Sophie, tu veux rajouter un mot peut-être J'ai pas plus de choses à ajouter, c'est globalement. Voilà, donc dans l'OBV, ça marche comme ça. Et dans Fauna, dans Fauna, il y a un espace personnel. Là, ce qui est présenté, c'est l'espace organisme, en fait, puisque là, on est dans un cadre plutôt professionnel, donc c'est pour ça qu'on insiste sur cet espace organisme plutôt que l'espace indépendant. Voilà, donc quand vous cliquez dans Mes espaces, vous avez Mes organismes. Quand vous cliquez sur l'organisme, par exemple ici, UMR Biogeco, à ce moment-là, il y a un autre menu qui apparaît. Et dans ce menu, vous avez Outils métadonnées. Et lorsque vous cliquez dessus, vous voyez apparaître donc la liste des cadres d'acquisition et jeux de données sur lesquels vous avez la main. Et là, vous avez la possibilité donc d'ajouter un nouveau cadre. Et une fois que le cadre est créé, vous avez un bouton d'action en fait à droite de la ligne du cadre qui est en grise, qui est sur fond gris. Et là, vous avez un item, donc ajouter un jeu de données qui permet d'accéder à l'écran de création du jeu de données. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec cette partie technique et je laisse la main à Nathan qui va vous présenter un cas d'étude sur les métadonnées. Ouais. Merci, Jérôme. Alors oui, dans cette troisième partie, moi, je vais vous présenter quelque chose d'un peu plus
précis dans le sens où ça va être vraiment des cas d'études. La première partie, au final, ça va être lors d'un projet, qui doit créer les métadonnées? Parce que c'est une question qui revient très souvent. Les gens ont des données, veulent nous les transmettre, mais ils ne savent pas forcément qui doit créer quoi. Et donc, je vais vous l'expliquer de suite. Vas-y, Jérôme, s'il te plaît. Merci. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a deux éléments dans les métadonnées, le cadre d'acquisition et le jeu de données. Je pense que vous l'avez bien compris. Si je suis un organisme qui est, entre guillemets, responsable du calendrier, des objectifs, du budget du projet, tout ça, en fait, ça va être généralement le maître d'ouvrage qui va faire ça. C'est moi qui vais renseigner le cadre d'acquisition. Donc, vu que je suis à même de le faire, je connais tous ces éléments-là, je peux renseigner un nom, un résumé, la date de lancement, tout ça. Donc, c'est moi qui vais créer ça. Ensuite, si je mandate les inventaires à des associations naturalistes sur le terrain, je vais ouvrir mon cadre à ces producteurs-là. Alors, les manières sont différentes entre l'OBV et Fauna, mais la logique reste la même, c'est que ce cadre-là, je peux l'ouvrir à l'extérieur. Et donc, je vais renseigner les différents producteurs qui vont récolter des données sur le terrain dans le cadre de mon projet. Et donc là, si moi, je suis donc producteur des données, je verrai ce cadre d'acquisition, donc ce projet. Et vu que je connais les conditions terrain lors de la récolte de données, les différents protocoles, les méthodes ou les techniques qui ont été utilisées, je suis à même de remplir le jeu de données. Donc vraiment l'inventaire. Donc, dans l'idéal, c'est la logique qu'il faut avoir dans le SINP. Je gère le cadre d'acquisition, le projet, c'est moi qui crée le cadre d'acquisition. Et si je gère plutôt les données et les inventaires, c'est moi qui crée le jeu de données. On est conscient que dans la réalité des faits, ça, c'est pas toujours facile à mettre en place, on va dire. Et c'est pas forcément la manière la plus efficace. Donc, c'est souvent quand même la même structure qui va créer et le cadre et le jeu de données. Ce qu'il faut vraiment penser, c'est que si jamais vous êtes producteur et que vous devez créer aussi le cadre d'acquisition, il faut vraiment se rapprocher du maître d'ouvrage ou des financeurs pour vraiment avoir un projet qui soit bien décrit et bien renseigné. Et il en va de même si jamais vous êtes justement maître d'ouvrage et que vous devez créer aussi les jeux de données. Pensez bien à contacter les associations ou les organismes que vous mandatez sur le terrain pour qu'ils renseignent bien les jeux de données avec les protocoles, etc. Alors là, je vois une question sur les métacadres. Est-ce qu'elles existent toujours? Et si oui, sont-ils bien gérés au niveau du SINP? Alors, tu as répondu, Jérôme, je ne l'ai pas vu. Ouais, j'étais en train, mais j'étais pas assez rapide. Alors, je ne sais pas si, Sophie, tu veux… Je ne sais pas si sur l'OBV… J'allais proposer de l'aborder après, mais sinon, les métagrades, ils sont bien gérés au niveau du SINP. C'est juste que, de mon côté, j'avais connaissance plutôt de leur utilisation au niveau national, par exemple, dans le cas des ABC, il y aurait un métacadre national, les atlas de biodiversité communaux, dans lequel pourraient être intégrés ensuite, sont reliés ensuite tous les cadres d'acquisition liés aux différents ABC. Mais après, c'est vrai que c'est une notion qui est un peu particulière, donc je ne sais pas s'il y a d'autres… Oui, c'est vrai que c'est une notion qui est assez cas de figure. particulière. Ouais, voilà. Mais alors, je pense que on va prochainement peut-être le gérer, en tout cas gérer ces métacadres. Ce qu'il faut vraiment penser, c'est que actuellement, dans le SINP, on gère vraiment les projets d'acquisition de données. C'est-à-dire que si les données sont réutilisées dans le cadre d'un autre projet, il vaut mieux vraiment identifier le projet de base, donc pour lequel on a récolté la donnée. Notamment dans le cadre d'Atlas, on utilise beaucoup de données qui proviennent de projets justement initiaux différents. Vaut mieux identifier vraiment les projets initiaux que justement ce métacadre. Ce métacadre, on pourra toujours le renseigner a posteriori
mais au moins ne pas perdre cette information de base qui est quel est le cadre vraiment d'acquisition de la donnée. Voilà. Ensuite, hop, si tu peux passer, Jérôme, s'il te plaît. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que les métadonnées, donc elles sont utiles dans le SINP pour les gens qui vont réutiliser la donnée, mais aussi pour vous. C'est-à-dire que vous soyez financeur, coordinateur de projet, producteur, le renseignement des métadonnées peut vous être bénéfique. On a quelques exemples à vous donner. Par exemple, pour les financeurs, nous, je sais que l'ADREA, les demandeurs et le département des Landes aussi, à la fin d'année, ils nous demandent très souvent un listing de tous les projets qu'ils financent et où les données ont bien été versées dans le SINP. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où les métadonnées, les cas d'acquisition, les projets sont bien renseignés, on peut justement leur fournir ce type de fichier et ce type de listing. On peut aussi rajouter le nombre de données par jeu de données, le nombre de données par producteur. Donc, si vous êtes financeur, vous pouvez aussi nous demander à chaque fin d'année justement un listing des différents projets que vous financez avec tout un tas d'indicateurs. Pour les coordinateurs, c'est pareil. Là, vous êtes plus sur un projet spécifique, sur plusieurs projets très spécifiques. Vous pouvez aussi nous demander un listing des différents inventaires avec là peut-être des indicateurs plus précis sur les données, comme le nombre de données par année, si le projet s'étale sur plusieurs années, le nombre de données par groupe taxonomique, si vous avez besoin de ça, le nombre de données par précision spatiale. Je sais que Anaïs l'a présenté un petit peu au tout début en réunion plénière. Voilà, c'est aussi des choses qu'on fait, notamment pour les ABC ou pour des suivis UNS. Voilà, vous êtes aussi, vous pouvez nous demander ce genre de rendu en fin d'année. Et après aussi sur les producteurs de données. Donc là, si vous produisez vraiment de la donnée sur le terrain, les plateformes régionales du SINP sont aussi un outil de gestion de vos données professionnelles. On l'a vu aussi ce matin avec Cédric de Villiger du parc Périgord-Limousin, qui l'a très bien montré. C'est-à-dire que ces plateformes-là peuvent aussi vous permettre de gérer vos données, de numériser et de géolocaliser des données anciennes pour ne rien perdre, et après de faire des recherches ou des analyses sur justement vos données, les télécharger, les afficher sous différentes formes précises, maillées, communales, dans un logiciel SIG quelconque. Donc voilà, donc ces métadonnées, le bon renseignement, c'est utile pour le SINP, pour la gestion, pour vous aussi, pour ceux qui ont réutilisé les données, ça va être utile pour tout le monde. Voilà. Maintenant, je pense que je vais passer la main à Thomas Dussen qui va vous montrer un petit peu voilà, très rapidement le flux d'une donnée entre la partie producteur et après la partie internationale. Il y avait deux questions juste avant, mais on pourra Ah oui. répéter après. C'est sur des modifications de métadonnées. Ok. Alors, ça, je peux répondre rapidement si tu veux, Thomas. Vas-y. Ouais, sur la première, en tant que maître d'ouvrage, est-il possible de modifier les métadonnées qui ont été apportées par le producteur de données? Non. Alors, sur Fauna, si vous créez la métadonnée, que ce soit le cadre d'acquisition ou le jeu de données, vous êtes responsable du coup de ce que vous avez créé. Donc, ça veut dire que si vous ouvrez votre cadre d'acquisition à un producteur, vous laissez en fait le producteur renseigner le jeu de données. Donc, vous n'aurez pas la main sur ce jeu de données-là. Vous aurez la main que sur ce que vous avez créé et donc le cadre d'acquisition. Voilà. Et après, ouais. Bah, du coup, sur l'OBV, c'est un peu similaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir consulter et puis ajouter des données ou un jeu de données dans les métadonnées dans lesquelles vous êtes cité, alors soit votre organisme, soit vous directement. Et après, pour la modification en elle-même des données, je pense que c'est que le créateur aussi qui doit pouvoir faire les modifications directement. Et la deuxième, pour modifier et fusionner des cadres d'acquisition, dans l'OBV, actuellement, il n'y a pas de moyen il n'y a pas d'outil de fusion.
Donc, à part manuellement créer des nouveaux. Ouais. Actuellement, je ne sais pas du côté de Fauna s'il y a un autre. Non, nous, il n'y a pas de module non plus pour fusionner. Par contre, si vous voyez justement des doubles saisies, parce que justement, c'est ce qui peut arriver si vous ne créez pas justement ce cadre d'acquisition et que vous avez deux producteurs différents, les deux producteurs vont peut-être créer du coup ce cadre d'acquisition. Du coup, ça fera un doublon. Donc, si vous voyez ça, il faut nous le dire, il faut nous envoyer un mail ou nous appeler directement. Et vu qu'on est assez focus sur la qualité des données, sur la qualité des métadonnées, on essaiera de le faire très rapidement. Oui, oui, du coup, la procédure sera la même. Vous envoyez Oui. un mail pareil et nous, on s'occupera. C'est juste que vous ne pouvez pas le faire directement via l'interface, mais nous, on pourra le faire s'il y a besoin. Ok. Ouais. Ouais, je prends la main pour un peu, comme tu l'as dit Nathan, expliquer l'importance des métadonnées et notamment les identifiants uniques aussi, dont a parlé Paul dans l'atelier précédent. Bon, c'est des captures d'écran, c'est pas très grand, donc c'est pas très grave. C'est pour juste illustrer les flux de données. Quand on parle de données, on parle bien évidemment des métadonnées, de l'observation en elle-même. Donc ici, c'est une observation sur la base producteur collecte. Et associé à cette observation, il y a on voit il y a un cadre d'acquisition. Donc ça va permettre d'avoir un exemple concret de cadre d'acquisition qui est ici le plan de gestion 2020-2024 du site du Coteau de Monco, mené par le Seine-Nouvelle-Aquitaine. Donc, dans le cadre de notre réseau de sites gérés, c'est un coteau calcaire à orchidées dans le sud Gironde, qui est historique, qui date on a de l'acquisition sur 6 hectares notamment depuis 2007, depuis 2002 même, pardon. Enfin, connu depuis 2002 pardon, et acquis en 2007. Et on a une convention de gestion aussi avec la commune d'Oros. Donc, pour nous, le cadre d'acquisition, ça va être vraiment le plan de gestion, c'est-à-dire qu'on a des financements, notamment de la région et du département de la Gironde, pour mener à bien les actions de gestion, justement pour préserver la mosaïque de milieu et les coteaux calcaires à orchidées. Et ensuite, ici, donc c'est une observation d'un papillon de nuit. Dans le jeu de données, on voit qu'il a été glissé dans les observations faunistiques fortuites. Ça veut dire que c'est une donnée qui a été collectée dans le cadre des missions du chargé de mission, de la chargée de mission, Iris en particulier, et peut-être qu'elle a noté qu'elle a vu ça lors de, par exemple, d'un suivi de travaux, etc. Il y avait pas c'est fortuit parce qu'il n'y avait pas de mission d'inventaire, on va dire, sur ce groupe taxonomique. Ce qui est important aussi, c'est l'identifiant SINP, donc qui est géré en amont dans la base producteur. Et cet identifiant SINP, on le voit sous information ici, c'est en petit, il va rester tout au long de la vie de la donnée dans le SINP. Et on a exactement la même chose en identifiant unique, les fameux UUID, pour les cadres d'acquisition, pour le cadre d'acquisition du plan de gestion notamment, et les jeux de données. C'est important d'avoir cet identifiant unique, notamment pour ce cadre d'acquisition, puisqu'on va avoir un cadre d'acquisition, ce cadre d'acquisition dans Fauna, mais aussi dans l'OBV, puisqu'on fait du suivi sur les orchidées, notamment sur ce site. Et donc, dans les deux plateformes SINP, ce sera exactement les mêmes métadonnées avec le même identifiant. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, notamment dans le cadre de cette passerelle collecte, de pouvoir les générer depuis la base producteur. Donc, une fois qu'elle a été saisie dans Collect avec les métadonnées associées, donc on va remonter, donc ici, comme c'est un papillon de nuit, on va la remonter dans Fauna. Ouais, merci. Où on va retrouver exactement, donc à droite, le cadre d'acquisition et le jeu de données, pardon. Donc là, on retrouve la donnée exactement à gauche dans Fauna, avec notamment la photo, puisqu'il y avait une photo qui était associée, donc qui date, c'est la photo de l'observation, et elle est remontée aussi via Fauna, et avec toujours le même identifiant SINP. Donc Fauna, bien évidemment, garde cette UID, et puis et va le bancariser. Une fois que la donnée est remontée dans Fauna,
lors de son export annuel, Fauna va l'envoyer à l'INPN, donc au niveau national cette fois-ci, et on retrouve toujours les mêmes informations sur le jeu de données, le cadre d'acquisition. Donc on sait toujours que c'est dans le cadre du plan de gestion du coteau de Monco, du 3e plan de gestion, et on retrouve toujours les mêmes identifiants qui sont toujours uniques et conservés depuis collecte, donc depuis 2 niveaux inférieurs. Et on peut même aller plus loin, Solène en parlait ce matin, puisque les données de l'INPN remontent vers le GBIF, et là, on a exactement les mêmes informations au niveau international, cette fois-ci, où on retrouve toujours le producteur notamment de la donnée, le cadre d'acquisition et le jeu de données. Et peut-être pas forcément de la même manière, puisque là, on est hors cadre SINP, mais en tout cas, les informations restent consultables. C'était une petite blague entre nous. Je pense qu'il faudra prévoir des traductions en anglais aussi de tous nos jeux de données, vu que dans le GBIF, tout est en anglais. Voilà, bon. C'est pour montrer un peu l'importance des métadonnées pour la remontée d'une observation, c'est-à-dire que quelqu'un va se connecter au GBIF et va télécharger la donnée, il verra bien sûr les métadonnées. Quelqu'un qui va consulter sur ReponUp également ou sur Fauna aussi. Voilà pour cet exemple. Super, merci Thomas. Et du coup, pour finir très rapidement, parce qu'il est déjà quasiment 16 heures, je vais vous présenter vraiment un cas d'étude concret. Et ce cas d'étude, c'est l'atlas de la biodiversité communale de Villeneuve-sur-Lot, dans le 47. Alors, c'est le CPIE 47 qui gère ce projet. C'est le CPIE Pays de Serre Vallée du Lot. Et du coup, j'en profite pour remercier Julie Schneturmi, qui normalement est présente et qui m'a laissé prendre comme exemple ce projet-là. Donc, il y a juste une diapo après, Jérôme, s'il te plaît, où en fait, voilà, super. Les personnes, du coup, ont bien identifié donc, le cadre d'acquisition, donc l'atlas de la biodiversité communale, en renseignant les différents acteurs. Ensuite, ils ont créé donc, leurs 2 jeux de données protocolés, donc un sur les amphibiens et un sur les oiseaux, avec respectivement les protocoles POP amphibien et IPA, où du coup, dans les jeux de données, là, c'est pas mis en capture d'écran, mais ils ont bien renseigné le protocole, etc. Et en plus de ça, ils ont créé un jeu de données opportuniste. Ce jeu de données opportuniste, et c'est pour ça que j'ai voulu prendre ce projet comme exemple, c'est que c'est très intéressant parce que ça a permis de faire remonter, Julie me disait, plus de 5000 observations faune et flore provenant d'habitants. C'est-à-dire que durant le projet, ils ont mis en place des stands, des avis de recherche, des stands de collecte de données auprès des habitants. Julie, tu me coupes si je dis des bêtises. Mais justement, pour faire remonter toutes ces données-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a permis de recueillir des données sur des zones privées ou des zones non accessibles. Et toutes ces données-là, en fait, elles vont alimenter ce jeu de données opportunistes, pour justement, voilà, comme je vous l'ai dit, alimenter tout ça. Et ça, ce projet-là et l'amélioration des connaissances sur ce territoire, ça a aussi été permis par le fait qu'ils ont bien renseigné leurs métadonnées, leur cadre d'acquisition et les jeux de données. Et ça permet après, bon là j'ai fait une carte rapide justement des données opportunistes et des données protocolées sur le territoire pour voir que justement ces données opportunistes, elles ont vraiment permis d'améliorer la connaissance sur une très grande partie du territoire de la commune. Voilà, je ne sais pas si Julie veut dire quelque chose en plus, mais en tout cas, après, pour moi, c'est bon pour moi et on a fini la présentation. Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Merci pour la belle présentation de l'ABC. C'est vrai que là, les données ne sont pas encore toutes mises sur Fauna, mais ça a permis évidemment d'accéder à beaucoup de zones qui étaient privées et puis vraiment d'améliorer les connaissances à l'échelle de toute la commune. Voilà. Donc, c'était vraiment intéressant de les partager sur Fauna. Ok, merci.
Donc voilà, Jérôme, je pense que tu peux passer à la diapo suivante. Et donc la présentation est terminée. C'est vrai que ça a duré un peu longtemps. Si vous avez des questions ou si vous êtes dans un cas vraiment très spécifique concernant un projet en particulier, ou faut pas hésiter à nous le dire. Maintenant, on a encore un peu de temps si vous avez des questions, soit dans le chat, soit en levant la main. Il y a une question de Cédric du parc Ah oui. régional Périgord-Limousin qui demande comment les données de collecte sont rattachées à des cadres d'acquisition créés par des financeurs du SEN. Alors ça, je pense que ce que tu veux dire, c'est quand des données commanditées, notamment par le parc, passent par collecte plutôt que par le FONA directement ou par un envoi de fichiers. Donc c'est le cas parce qu'on a notamment des experts indépendants qui utilisent Collect et qui peuvent travailler pour le parc. Donc ça, en fait, c'est pas un souci, il suffit juste que le maître d'ouvrage, donc le parc en l'occurrence, crée la métadonnée sur Fona. Et en fait, moi, quand je crée les métadonnées sur Collect, en gros, je récupère ce fameux identifiant unique du cadre d'acquisition. Et dans la passerelle qu'on a mis en place entre Collect et Fona ou l'OBV notamment, j'indique que le cadre n'est pas à remonter depuis Collect puisqu'il existe déjà dans Fona. Il y a un système automatique qui permet ça. Et ensuite, il n'y a plus de soucis pour le jeu de données vu que le jeu de données est produit depuis Collect. En tout cas, le cadre d'acquisition peut être créé dans Fona et réutilisé dans Collect. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Donc, ouais, ok. Merci. Ouais. Il y a une question aussi concernant l'ABC de Villeneuve-sur-Lot. Alors, je pense que je peux répondre, Julie m'avait expliqué. En fait, les données qui sont récoltées après donc qui sont récoltées par les citoyens, c'est Julie qui les numérise. Si je dis pas de bêtises encore, coupe-moi si j'en dis, mais qui les numérise sur le site de l'Observatoire Fauna. Donc, c'est pour ça qu'elle disait que justement la numérisation n'est pas encore terminée. C'est parce qu'il y a encore des données qui ont été remontées par les habitants et qui lui reste à saisir. Ce qu'il faut savoir aussi, donc là, c'est comme ça que c'est fait. Et ça permet en fait de faire aussi remonter des données d'habitants qui ne souhaiteraient pas forcément se créer des comptes sur les plateformes régionales. Ce qui peut aussi être fait, et Paul l'a rapidement expliqué avec Sophie aussi ce matin, je crois, ou en début d'après-midi, je ne sais plus, j'ai un doute, c'est que on peut créer des cadres d'acquisition publics. Et donc, ça permettrait que chaque personne indépendante qui a un compte du coup, sur Fauna puisse créer des données dans ce cadre d'acquisition-là. Donc, pour des cas d'ABC comme ça pourrait être une solution d'ouvrir son cadre d'acquisition au public et donc toutes les personnes qui ont un compte peuvent alimenter ce projet-là, ce cadre d'acquisition. C'est entre guillemets un peu plus risqué parce qu'il faut s'assurer que les données soient bien sur le territoire, que ce ne soit pas non plus des grosses bêtises. Mais voilà, c'est deux manières de faire. Une qui prend un peu plus de temps de numériser vraiment les données qui sont remontées, mais au moins on est sûr des informations qui sont saisies dans les plateformes régionales. Et cette autre solution qui est un peu plus entre guillemets risquée. Voilà. Oui, effectivement, dans l'OBV, dans le cas de projets définis, vous pouvez créer vos métadonnées et enfin, cadre d'acquisition de données, etc. Mais du coup, on a un cadre d'acquisition, un jeu de données générique qui s'appelle Contribution à l'Observatoire de la biodiversité végétale, qui, du coup, lui, il est plutôt à destination vraiment d'observations opportunistes personnelles, enfin, de pas.
c'est vraiment une personne qui saisit ses propres données qui sont effectuées pas du tout dans un cadre professionnel ou dans un cadre même bénévole pour une association. Là, c'est vraiment juste des observations indépendantes qui sont faites un peu au fil de l'eau. Et du coup, ce cadre il est générique, il est fait pour ça. Mais effectivement, il y a toujours le risque que comme tout le monde peut le compléter, certains le complètent à la place de créer des métadonnées bien structurées. Je pense que s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on peut peut-être clôturer cet atelier. En tout cas, nous, on reste tous C'est pas disponibles. jusqu'à 16h30 ou ça, pardon, c'est moi qui ai mal. C'est 16h30 la fin? Peut-être. Ça, j'avais vu l'heure de Je sais pas. départ. Il faut qu'on reprenne. Alors, c'est si jamais il y a d'autres questions. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il me semblait. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai sur le programme. Après, Ok, est-ce que bon, c'est si le c'est bon? 16h30, alors on peut Oui, je rester confirme longtemps. que s'il y a des questions, on a encore du temps. N'hésitez pas, même si vous n'avez pas forcément compris le concept aussi, on peut réexpliquer le concept des métadonnées. Oui, c'est vrai qu'on sait que les métadonnées, c'est assez spécifique et des fois, ça peut être difficile de bien assimiler les concepts et ce qu'il y a derrière et l'utilité, tout ça. C'est un peu dense, quoi. Ouais, voilà. Bonjour, c'est Cédric Bonjour. de Villégier du Parc. Ouais. Bonjour. J'avais une question sur l'échelle spatiale, là, je crois que c'est dans le cas d'acquisition qu'on renseigne ça. Par exemple, un PNR, qui est ni un département ni une commune, mais une interco, quoi, presque, enfin, syndicat mixte, en tout cas. Quelle échelle on met si on fait un programme à l'échelle d'une intercommunalité ou d'un PNR, par exemple? Très bonne question. Moi, je serais plutôt partisan de mettre communal ou local, parce que ça reste, je pense, un projet local. Et par contre, de préciser justement dans le champ précision géographique que c'est au niveau du parc. Mais je pense que du coup, le deuxième échelon, c'est départemental. Je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là. Oui, ouais, c'est pour ça, moi, je les voyais plutôt comme des limites hautes. À partir du moment où on ne dépasse pas le département, c'est le rang d'en dessous. Du coup, ça serait Ouais. local ou communal, même si ça concerne plusieurs communes. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Et à partir du moment où ça dépasse, où c'est vraiment à l'échelle de toutes les communes du département, par exemple, ou à l'échelle du département, de plusieurs départements. Enfin, ouais, plusieurs départements, ça va se réagir. Voilà. Ouais, moi, je le voyais D'accord. plutôt comme ça, mais Ouais, donc je pense qu'il faut rester sur communal ou local. Je pense que chez nous aussi, c'est plutôt la limite haute qui est ouais, voilà. privilégiée. Merci. De rien. Et comment, tant que j'y suis, vu qu'il n'y a pas de questions, Ouais, donc les données des systèmes régionaux remontent au niveau national. Et comment ça se passe lorsqu'un producteur de données revient sur sa donnée 2 ans après ou 3 ans après, parce que mauvaise détermination d'espèces, par exemple, comment c'est géré après au niveau du national? Si Si toi, le par jeu de exemple, données est modifié, alors les qu'il a déjà été, informations du jeu de données ou les données qui est à l'intérieur? enfin plutôt Dans les les deux- données à l'intérieur, Plutôt les Dans les données? deux cas, je pense que ce sera euh, pareil. Oui, oui, c'est vrai que dans tous les ou cas, le jeu de données, enfin ou le jeu de données qui peut être modifié, du moins étendu, par exemple d'une année ou deux finalement, et on rajoute des données de 2 années supplémentaires. Ben, nous, s'il y a des ajouts de données, dans tous les cas, ça va alimenter le jeu de données et après, tout le jeu de données va partir au niveau national. Et là, je sais qu'ils font des annuls remplace. Donc, dans tous les cas, les données seront supprimées et réintégrées. Donc, ce sera
En fait, la dernière version, donc la plus à jour qui sera véhiculée au niveau national. Après, s'il y a des modifications à l'intérieur, donc soit du jeu de données, parce que tu as changé quelque chose sur le résumé ou une date ou quoi, ou qu'il y a une modification sur une donnée, dans tous les cas, il y a une date de modification, que ce soit sur les données ou sur les jeux de données. Et nous, après, on peut savoir, en fonction du dernier envoi, qu'est-ce qui a été modifié depuis. Et donc, renvoyer que les nouvelles. Donc, dans tous les cas, on gère ça avec des dates de modification pour savoir qu'est-ce qui a été modifié. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, Oui, du coup, d'accord. c'est répercuté à l'échange d'après, quoi, du coup. Oui. Donc, c'est également valable. Oui, c'est tout à fait possible de modifier, que ce soit une donnée ou les métadonnées associées. Enfin, c'est pas figé. Ce sera forcément. Il y aura peut-être juste un délai, le temps du coup d'échange entre les plateformes, mais. Au niveau national, Solène en avait parlé, c'est quelque chose qu'ils vont essayer d'améliorer aussi. Cette gestion des modifications, effectivement, pour ne pas supprimer, il me semble que c'est ça qui est fait actuellement, c'est supprimer si ça existe déjà et réintégrer. Donc, s'il y a eu de la validation nationale, par exemple, je pense qu'ils perdent cette validation. Donc, ils sont en train de travailler aussi sur cette gestion des mises à jour. Et ça, c'est quelque chose, quand on travaille entre bases de données, qui est assez facile, entre guillemets, à mettre en place. C'est ce qu'on fait d'ailleurs entre Collect et Fauna, où quand une donnée est déjà dans Fauna, mais qui est remodifiée côté Collect, elle est modifiée lors de l'envoi suivant en faisant juste une modification, enfin une mise à jour, pardon, de la métadonnée ou de la donnée. Non, pas une suppression complète. Je vais essayer peut-être de montrer des jeux de données ou des choses comme ça déjà intégrés, enfin je sais pas. De montrer des différents cas de. Je sais pas si c'est Jérôme, toi, qui a la main. Peut-être montrer la recherche sur Fauna, sur les acteurs, etc., les financeurs. Ouais, je prends un jeu de données Collect ou. Comme tu veux. Ouais. Non, pas forcément. Peut-être une recherche de financeurs, par exemple l'Adréal. Ouais. Parce que comme, alors je ne sais pas si sur l'OBV, vous avez aussi vous pouvez comme ça rechercher, oui, sur des métadonnées. Alors oui, mais pour l'instant, le requêteur, en fait, nous, il est assez sommaire pour les métadonnées. En fait, on avait ça vient du fonctionnement initial de la base, avant que ce soit vraiment cadré par le SINP, elle était déjà préexistante, et il y avait un requêteur qui se basait sur la donnée en elle-même, du coup, parce que toutes les informations étaient relevées au niveau de la donnée, dont le commanditaire et ce genre de choses. Donc pour l'instant, le requêteur métadonnées, il est un peu plus sommaire. En fait, il faut passer directement par l'observation, mais ça fait partie des outils qui sont en évolution, en fait, et qu'on est en train de... justement, pour pouvoir rechercher de manière plus simplifiée. Donc, il y a bien un requêteur, mais ça sera texte uniquement, enfin, une recherche dans la description ou par mots-clés, par exemple. Mais pas encore de filtre par acteur et tout ça. Je comprends. À venir. Voilà. Donc, là, j'ai pris un exemple où on a différents acteurs, différents organismes qui sont impliqués dans le cadre. Donc, ce cadre animation des 4 sites Natura 2000 des zones humides du Marensin. Donc, quand on va consulter le cadre, par ici, consulter la fiche. Donc, on a donc le descriptif du cadre avec donc date de début. Là, il n'y a pas de date de clôture, donc ça indique que c'est en cours. Le résumé du cadre. Voilà, donc avec voilà, comme j'expliquais, un descriptif du cadre qui permet de savoir, de se faire une idée
Bon, là, en l'occurrence, oui, alors ça montre aussi que un cadre, ce n'est pas forcément un projet. Là, c'est une animation de site Natura 2000. Taxon ciblé, comme il n'y a pas de taxon spécifique, ils ont indiqué faune, niveau territorial, départemental ou secteur marin. Bon, là, c'est terrestre, donc c'est départemental. Financement public et le type de dispositif, donc c'est pour faire de l'inventaire et d'autres études. Voilà, donc là, on a les porteurs de projets, c'est-à-dire en fait les maîtres d'œuvre, ceux qui vont piloter de manière technique sur le terrain le projet, ou là, ici, l'animation, donc avec 2 organismes. Le coordinateur qui, lui, correspond donc à la notion de maître d'ouvrage, qui là est Land Nature, et puis les financeurs, donc DREAL et FEDER. Et à ce cadre sont associés 6 jeux de données avec 6 jeux de données, donc avec toujours le même gestionnaire, là, CPIE, mais je pense qu'il doit y avoir des producteurs différents. Donc si je vais voir inventaire et suivi de la Cistude d'Europe, voilà, accès et fiches jeux de données. Voilà, donc on a l'intitulé du jeu de données ici. Ensuite, le résumé. Là, les informations sur la collecte. Donc, là, on avait une collecte qui n'était pas protocolée, une collecte opportuniste, donc basée sur l'observation directe. L'origine des données sources publiques. Donc, ils travaillent sous Excel. Donc, là, ici, ils ont indiqué qu'il n'y avait pas de... C'était des fichiers de saisie, la base de données source. Il n'y a pas de protocole de validation producteur. Voilà, donc la donnée n'a pas été altérée. Donc, c'est pour ça qu'on indique qu'il n'y a pas d'informations complémentaires chez le producteur. Cible géographique métropole. Bon. Et donc, en producteur, là, il y avait 2 organismes qui sont allés sur le terrain pour récolter les données. Donc, le CPIE Seignance et la réserve Étang Noir. Et celui qui a fourni le fichier de données, c'était le CPIE Seignance. Alors, si je vais regarder un autre jeu de données. Là, tu as fait une recherche par acteur en tant que. Oui, alors là, oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé ça, mais là, j'ai regardé sur ta suggestion, Thomas. Là, j'ai recherché les cadres d'acquisition où l'Adréal était financeur, était mentionné comme financeur. Ça montre l'importance de bien flécher notamment les financeurs. Puisque l'Adréal va avoir accès directement après dans son espace à toutes ces données où elle est voilà, en tant que financeur dans les cadres. Voilà, donc là je suis sur un autre jeu de données où on voit que là, il n'y a que la réserve de l'étang noir qui est en producteur, puisqu'en fait, ça doit correspondre à justement la zone prospectée doit correspondre à l'étang noir, je suppose. Voilà, donc... Voilà, donc est-ce que du coup des questions viennent avec la présentation d'écran ou... Ah, je t'entends pas, on t'entend pas, Nathan. Tu as désactivé ton micro. Non, t'entends toujours pas. Bon, alors c'est moi. Non, Sophie, tu Non, non, je l'entends pas non plus. Merci. Oui, bonjour. Je suis Agnès Marion de CDC Biodiversité. Je suis désolée, j'ai pas tout écouté. J'ai dû m'interrompre à certains moments. Je voulais juste savoir comment se faisait le lien entre ce qui est déposé sur Dépôt Bio et les données qu'on pourrait revoir après. Enfin, elles apparaissent pas après sur les plateformes régionales. Enfin, comment... Alors, en fait,
C'était ça a été évoqué principalement dans l'atelier d'avant, contribution au SINP. Non, pas de souci, c'est juste pour si jamais vous voulez regarder les comptes rendus en suivant. Mais en fait, le cas de dépôt bio, il est un peu particulier. Du coup, toutes les données elles vont être reversées au SINP au niveau national, donc à l'INPN directement. Et après, avec les échanges entre plateformes du SINP, elles vont redescendre du coup dans les plateformes régionales. C'est juste que il y a potentiellement un délai parce que enfin, on travaille justement au niveau régional pour essayer de fluidifier justement ces échanges entre plateformes du SINP. Mais dans tous les cas, elles sont vouées à redescendre aussi au niveau de la région, ces données de dépôt bio. C'est juste qu'elles sont déposées directement au niveau national parce que ça concerne des études très spécifiques faites dans le cadre je sais pas, d'études réglementaires, ce genre de choses. Donc oui, elles ont bien vocation à redescendre. Juste potentiellement, il y a peut-être un délai actuellement, mais et elles ne sont pas déposées directement au niveau régional. D'accord, merci. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, donc après, elles sont visibles pour un organisme dans les données en contributeur. Je ne sais pas si je suis très claire. Vous voulez dire si vous êtes cité en tant qu'acteur, c'est ça? Non, sur notre style, alors après, sur Fauna, on a eu un fonctionnement différent, nous, pour sur le coup, consulter les mais données après? pour consulter les données après, déposées dans le Oui, cadre. potentiellement, elle ferait partie des données du coup consultables. Voilà. Une fois que l'échange a été fait avec la plateforme nationale, en fait. Ouais. D'accord. On va attendre l'échange. D'accord, merci. Une question. S'il existe un contrôle ou une validation par Fauna ou B, cadre d'acquisition et des jeux de données. Par exemple, une vérification qu'un jeu de données qui est protocolé, donc qui ne soit pas renseigné en tant que données opportunistes. Ça, c'est sur les objectifs, il me semble, du jeu de données. Oui, bah alors pour l'instant, je crois que Fauna, vous avez une validation, peut-être des métadonnées. Nous, de notre côté, on n'en a pas encore, mais ça arrivera peut-être dans le futur. Et du coup, c'est plutôt des vérifications qu'on fait au cas par cas pour l'instant. Du coup, si jamais il y a des anomalies, il ne faut pas hésiter à nous le signaler. Mais c'est vrai que potentiellement, ça sera peut-être du coup amené à évoluer justement pour pouvoir avoir une étape de vérification au moins rapide des métadonnées et de comment elles sont renseignées avant publication dans le BV. Oui, vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, c'est bon, ça va. Vas-y. Dans Fauna, on n'a pas ce type de contrôle encore également. Okay. Oui. D'où le fait qu'il faille bien les renseigner. Parce que justement, c'est difficile de faire des contrôles là-dessus. Autant sur des données, on peut faire des contrôles sur la localisation, la date, la taxonomie. Sur des informations comme ça, textuelles sur les métadonnées, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Du coup, c'est très au cas par cas de ce qu'on nous remonte. En tout cas, nous, c'est comme ça. Et de toute façon, nous tous, là, on gère les données de notre plateforme respective, mais les métadonnées sont aussi vraiment un élément à part entière de ça. Et on gère aussi bien les données que les métadonnées. Parce que pour nous, c'est aussi, voire peut-être même plus important. Donc, si justement il y a des modifications à faire sur les métadonnées, que ce soit, comme on disait tout à l'heure, des fusions de cases ou même des fusions de jeux de données ou des séparations aussi, il ne faut pas hésiter à nous le dire et parce que c'est quelque chose qu'on peut faire normalement relativement rapidement et qui permettent justement d'améliorer. Oui, ça facilite la gestion après aussi, donc c'est oui, tout à fait. Pas hésiter. Et moi, je voulais juste rajouter, oui. quand j'étais mute, que justement, sur la partie qu'a montré Jérôme sur les acteurs, c'est quelque chose aussi qui est très important parce que, alors pareil, je ne sais plus comment ça marche exactement sur l'OBV, mais je sais que sur Fauna, à partir du moment où vous renseignez les acteurs dans le cadre d'acquisition ou le jeu de données, ça va être
plutôt sur les codes d'acquisition. Au final, les gens qui vont être affiliés à cet organisme-là, donc cité, va voir le cadre d'acquisition et le jeu de données, et du coup les données aussi qu'il y a dessous. Oui, c'est pareil chez nous. Voilà, dans les métadonnées. Donc, super, donc c'est pareil sur les deux plateformes. Et donc, ça permet justement, ce que je vous disais, de pouvoir faire des listings aussi pour voir un petit peu si vous êtes financeur, voir qui a versé, quand, etc. Pouvoir suivre comme ça vos projets, parce que tous ces acteurs-là sont référencés dans un référentiel organisme et qui permet justement de lier toutes ces métadonnées et qu'elles soient partagées entre tous les acteurs qui sont cités. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si vous voulez ajouter d'autres choses. Je vois qu'il est 16h25. Moi, c'était ce que j'avais marqué dans le. Après, on peut toujours répondre si vous avez des questions en plus qui vous viennent. Et du coup, normalement, il y a encore une réunion plénière après. Oui, après, il faut si vous voulez, il y aura une petite restitution, donc très rapide, juste en une phrase ou deux, je pense, des différents ateliers, histoire d'avoir un résumé de ce qui s'est passé des autres côtés. Et de toute façon, après, comme l'a dit Nathan au début, les enregistrements vidéo, et il y aura des comptes rendus qui seront diffusés ou envoyés directement si vous avez rempli le formulaire avec votre adresse. Je sais pas si vous voulez clôturer là ou s'il y a d'autres interventions. Il y a combien? Le nombre de participants diminue petit à petit, donc en même temps. Voilà. Je pense que du coup, ça veut dire que c'est commence à être la fin. Je pense qu'on peut clôturer là. Et dans tous les cas, nous, on est toujours disponible par mail ou par téléphone. Si vous avez des questions, des cas très spécifiques, que ce soit au CBN ou à FONA. Et donc, du coup, si vous voulez assister aux petites restitutions, là, c'est le même lien que ce matin ou en début d'après-midi, c'est le lien plénière, du coup, qui est sur le programme général du webinaire. Super. Merci. Bon, merci à tous. Merci à tous. Ouais. Merci à tous. Ouais. Et à bientôt. Bientôt. Avec plaisir.